Merci à tous. Monsieur le Président, c'est donc en parlant des anticorps monoclonaux que nous allons ouvrir cette séance consacrée à la Covid. En Belgique, plusieurs dizaines de milliers de patients immunodéprimés ou allergiques aux vaccins en ont cruellement besoin. Merci Madame Franzo. Alors nous allons avoir une lecture complexe parce qu'il y a 3 auteurs, c'est inhabituel. Nous sommes très heureux d'avoir une lecture par 3 auteurs, le professeur Karl Martin Wissing, le docteur Marc Hildebrand et le professeur Alain Lemoine. Alors je vais présenter d'abord le professeur Wissing et puis quand il va terminer, je vais présenter les autres. Le professeur Karl Martin Wissing a terminé ses études de médecine à l'Université libre de Bruxelles en 1990, est spécialiste en médecine interne et néphrologie depuis 1996 et docteur en sciences médicales en 2000. Il a aussi une maîtrise en épidémiologie à London School of Hygiene and Tropical Medicine en 2008. Alors, il a travaillé jusqu'en 2009 en tant que néphrologue à l'hôpital Erasme et depuis au service de néphrologie de l'Université Ziekenhaus Rostock. Depuis 2018, il est chef de service ainsi que professeur de néphrologie dans l'enseignement du master de médecine à la Freie Université de Bruxelles. Il a réalisé et contribué de nombreuses études épidémiologiques et cliniques dans le domaine de la transplantation rénale. Il est membre du conseil d'administration de la Société belge de transplantation, du Eurotransplant Registry Advisory Committee et de la commission du registre de la NDVM, ainsi que membre de nombreuses sociétés scientifiques nationales et internationales. Monsieur Wissing, merci pour votre présence. Donc, je remercie l'Académie pour me donner l'opportunité, en fait, de donner cette vision des 2 années de l'épidémie Covid par un médecin qui s'occupe principalement de personnes effectivement immunodéprimées, dont des transplantés rénaux. Donc, nous sommes en fait, je pense, 2 orateurs. Après, moi, c'est Marc Hildebrand qui parlera de l'expérience de l'hôpital Erasme pour les traitements par les anticorps monoclonaux. Moi, je vais vous donner dans un premier temps un aperçu de ce que c'était en fait le Covid pour les personnes transplantées dans la première année de l'épidémie où on n'avait fondamentalement pas de vaccin, pas de traitement. Et puis donner quelques pistes par rapport à ce qui s'est passé après. Donc en fait, ça c'est mes conflits d'intérêts potentiels. J'étais dans un advisory board pour un des cocktails de monoclonaux anti-SARS-CoV-2. Donc l'épidémie Covid en Belgique, je vous apprends rien. Ceci c'est en fait un extrait du site de Chienzano de début février où on voit en fait les 5 vagues en termes d'admission aux hôpitaux. Pardon, le beamer c'est ici. La dernière, le Delta, tout de suite suivi par l'Omicron, qui s'est surtout soldé par des taux d'infection extrêmement élevés, plus de 3000 infections confirmées en Belgique, plus de 100 000 hospitalisations et début février, 29 000 décès en rapport avec le Covid. Quand en février 2020, les premiers cas ont été en fait rapportés en Belgique, j'ai commencé mon mandat comme président de la Société belge de transplantation et il n'y avait aucune collecte de données propre aux transplantés, donc j'ai proposé à la société de mettre en route un registre en fait spécifique pour les patients transplantés pour avoir une idée des incidences, des hospitalisations, mais aussi le nombre de patients en soins intensifs et par rapport à la mortalité. Et on voit ici que, en fait, ceci, c'est les données principalement jusqu'au mai 21. L'évolution des infections suivait vraiment absolument de ce qui se passait dans la population en général, mais l'effet des infections était très différent. Dû à l'immunosuppression, un grand nombre de patients transplantés faisaient des formes très sévères de maladie. En fait, ici, dans 481 patients rapportés dans notre registre, on voit qu'il y avait au cours du temps, ici j'ai rapporté les 3 premiers mois, une mortalité de 17%, et ça c'est tout à fait en ligne de ce qu'on rapportait dans d'autres grands registres, notamment le registre de la Société européenne de néphrologie, avec une mortalité au cours des 30 premiers jours
de 20%. Nous n'avions pas observé de différence en termes de mortalité entre les différents types de transplantation d'organes, mais comme dans la population générale, une très forte association avec l'âge. Ici, vous voyez en fait les terciles de patients avec le tercile le plus jeune, en fait avec une moyenne d'âge d'environ 40 ans, une mortalité faible aux environs de 5,5%, mais dans le tercile le plus âgé, où la moyenne d'âge était de 72 ans, une mortalité qui atteignait 30%. Ici, vous voyez en fait ce qu'on vivait en termes d'hospitalisation, donc aussi beaucoup plus sévère dans la population générale, plus que la moitié des patients transplantés qui contractaient le SARS-CoV-2 ont nécessité une hospitalisation. Parmi les patients hospitalisés, il y avait 30% qui sont passés aux soins intensifs. Parmi ceux-là, 60% ont nécessité une ventilation assistée et 7% de l'ECMO. Et c'est surtout dans cette catégorie-là de patients que la mortalité était la plus importante, ici de 69, donc presque 70% des patients transplantés, hospitalisés aux soins intensifs, sont décédés dans cette cohorte. Donc on a alors eu beaucoup d'espoir dans les vaccins qui, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, qui ont complètement changé le cours de la maladie, le pronostic de la maladie dans la population en général, mais très rapidement. Donc en Belgique, la campagne de vaccination a commencé fin février l'année passée. On s'est aperçu qu'après la vaccination classique en 2 doses, il n'y avait que très peu de patients transplantés qui répondaient. Entre 4 à 50% ont des anticorps détectables, encore moins dans ces séries avaient des taux qu'on pouvait considérer comme protecteurs. Et même après une 3e injection, il n'y avait qu'approximativement 40% des patients transplantés vaccinés qui développaient des anticorps à des titres qu'on pouvait considérer comme protectrices. De nouveau, plusieurs études de bonne qualité mais de relativement petite taille. Ici, la série de Nassim Kamar de Toulouse en France, en à peu près 40% d'anticorps après la 2e dose. Ça augmente vers 70%, mais à nouveau, une large proportion de ces patients qui ont des taux faibles. Comme ces taux, comme vous le savez, diminuent au cours du temps, il y a aussi une perte plus rapide de la protection par le vaccin. Une autre avancée impressionnante, vu sa rapidité et l'implémentation par des études validées, c'était les anticorps monoclonaux contre le virus. Le principe de ces anticorps est en général le même, c'est-à-dire ils bloquent en fait le récepteur, la protéine spike qui se lie à l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, qui est en fait la porte d'entrée dans la cellule à infecter. Et on combinait en fait en général 2 anticorps monoclonaux parce que ça diminuait le risque que les anticorps devenaient inefficaces par une éventuelle mutation du virus. On avait donc grosso modo 3 produits, dont 2 sont actuellement disponibles en Belgique. Le Regeneron, qui est en fait l'association de 2 anticorps. Le premier patient transplanté en Belgique a été traité début avril parce qu'on avait commencé à demander en fait des anticorps dans le stock stratégique que l'Allemagne avait acquis, pas encore disponible en Belgique à ce moment. C'était le cas depuis juin 2021 où le traitement des patients transplantés a vraiment commencé en Belgique. Le Sotrovimab par GSK et puis un autre cocktail développé par AstraZeneca qui n'est pas encore, à ma meilleure connaissance, disponible en Belgique. Donc tous ces anticorps, et ça c'est important pour comprendre ce qui se passe par la suite, ont été validés dans des études en fait qui traitaient des patients à haut risque de développer un Covid sévère dans les phases initiales après le diagnostic, c'est-à-dire en général jusqu'à 1 semaine après le diagnostic virologique. Et le endpoint de ces études était toujours un endpoint combiné d'hospitalisation de plus d'une journée ou du décès du patient. Ici, c'est l'étude du New England avec le Regeneron qui montrait qu'avec la dose initiale, il y avait une diminution d'environ 70%
dans l'incidence de ce endpoint. Et puis, la moitié de la dose a été utilisée dans une deuxième sous-cohorte qui a montré une efficacité identique. Donc, extrêmement efficace pour prévenir l'évolution vers une infection sévère ou le décès du patient. Le sotrovimab de GSK que nous utilisons pour le moment depuis novembre quasiment exclusivement pour nos patients est un anticorps un peu différent parce qu'il a été développé à partir d'un patient, des lymphocytes B d'un patient qui a développé une immunité contre le SARS-CoV-1, donc le premier coronavirus qui est apparu il y a une dizaine d'années. Il se dirige contre un épitope de la protéine Spike qui est donc resté constant au cours du temps et donc très faible risque de mutation par la suite. Mais ce n'est donc pas un cocktail, c'est un anticorps unique. Même type d'étude, de nouveau une diminution du risque dans ce endpoint qui était le même de 85%. Le dernier, c'est ce cocktail d'AstraZeneca, une première étude, TACKLE, même indication, c'est-à-dire prévenir vers l'évolution vers la maladie sévère. Ici, dans les 7 jours après, pour l'accord principal, incidence un peu moindre de protection, 50%, mais de nouveau, 67% de protection si on traite dans les 5 jours, 88% dans les 3 jours, ce qui montre l'importance cruciale d'un diagnostic précoce et du traitement précoce. Donc, oui, donc juste une parenthèse, j'ai oublié, cet anticorps d'AstraZeneca, l'intérêt principal, c'est que le fragment FC de l'anticorps a été modifié de manière à ce que la demi-vie est très longue. Donc, la société a conduit une large étude qui s'appelle PROVENT, comme prévention primaire, c'est-à-dire on traite les patients à très haut risque de manière prophylactique. Et cette étude a montré qu'on diminue d'environ 80% chez ces patients-là de développer un Covid sévère. Donc l'administration de l'anticorps bien avant le diagnostic virologique en prévention. L'utilité viendra claire par la suite. Donc quel était l'impact de toutes ces interventions, vaccins et anticorps, sur la prévention du Covid chez les patients transplantés? Donc là, il y a relativement peu de données. Pour le vaccin, la principale étude émane des registres anglais qui ont cette incroyable capacité de combiner dans leur service de santé des datas sur les registres de transplantation, des tests virologiques de la vaccination et les registres de décès. Et donc, ils ont publié ce papier très récemment dans Transplantation avec plus de presque 50 000 patients transplantés, vaccinés avec à peu près la moitié avec l'AstraZeneca et la moitié avec le vaccin Pfizer. Et là, dans le contexte que je vous ai dit, les résultats étaient plutôt décevants. Donc, il n'y avait pas d'effet protecteur du vaccin sur l'incidence de la maladie, c'est-à-dire le risque de développer une infection confirmée par une PCR était le même. Et sur le plan de la prévention de la mortalité, en fait, il y avait une diminution du risque de 20%, ce qui est beaucoup moindre que ce qu'on voit dans la population générale, qui était ici à la limite de la signification statistique et qui, pour des raisons qui ne sont pas claires dans le papier, était plus efficace pour le vaccin AstraZeneca que pour le Pfizer. Donc, quoi pour les anticorps monoclonaux, en termes d'efficacité, on a des case series qui montrent en fait que quand on donne l'anticorps, il est très efficace. C'est-à-dire on a un patient qui a un diagnostic virologique, qui n'a pas oxygénodépendant, qui est au début de sa maladie, quand on est dans ces critères, mais quitte pour la cohorte globale. Et donc là, on a, à ma meilleure connaissance, très peu de données. Et donc, j'ai, à titre purement illustratif ici, combiné les datas de notre propre centre du registre belge avec leur histoire vaccinale et l'administration des anticorps. Donc, ceux-ci sont les 107 patients depuis le début de l'épidémie qui ont développé un Covid à l'UZ Bruxelles. On est le plus petit centre, on suit à peu près 400 patients, donc ça fait 25% de notre cohorte globale. Et on voit ici, effectivement, très joliment, même avec le petit nombre, les 5 vagues Delta qui est tout de suite suivi par l'Omicron, avec à nouveau de incidence très élevée d'infection.
J'ai divisé donc de manière un peu artificielle en deux époques, donc à partir avant le 1er mai 2021 et après le 1er mai 2021, parce que c'était à peu près l'époque où la majorité des patients avaient reçu au moins 2 vaccins et que les anticorps monoclonaux ont été implémentés à plus large échelle. Et on voit ici effectivement 96% des patients première période non vaccinés, 95% deuxième période vaccinés. Et alors, parmi les vaccinés, il y avait la majorité qui avait déjà à ce moment-là reçu les 3 doses. Donc 62 patients deuxième période traités, 46 avaient reçu des monoclonaux, 16 n'avaient pas reçu de monoclonaux. Et donc j'étais personnellement très surpris par les faits. Donc au niveau admission à l'unité de soins intensifs, petit chiffre, mais donc diminution quand même relativement importante, bien que statistiquement non significatif, mais on n'a pas vu d'effet significatif au niveau de la mortalité. Et donc quand j'ai regardé ce qui se passe, en fait, quand les patients reçoivent les anticorps, ils sont généralement en quelques jours très bien, la majorité ne reste pas à l'hôpital, ils rentrent à la maison. Le problème, c'est avec ceux qui ne reçoivent pas les anticorps ici en dessous. Et alors j'étais voir pour quelles raisons les patients n'avaient pas reçu d'anticorps. Et donc il y a à peu près la moitié qui étaient asymptomatiques ou paucisymptomatiques, pauci dans le sens qu'ils ne sont pas venus à l'hôpital mais qu'on a appris l'infection par la suite. Il y a quand même une partie significative des patients qui arrivaient en fait à l'hôpital avec des critères d'exclusion de traitement dont le Dr Hildebrand parlera en détail. Et c'était bien entendu ceux qui, dans la première vague, avant qu'on avait les anticorps, avaient le pronostic le pire parce qu'ils arrivaient déjà avec une pneumopathie oxygénodépendante et des candidats pour les soins intensifs à l'hôpital. Donc ceci, c'est notre petite série que j'ai complétée avec ces datas. Puis j'étais voir pour le registre global. Malheureusement, l'encodage a fortement diminué depuis la deuxième moitié de l'année passée. Donc c'est principalement nous et Liège, mais quand même 108 patients diagnostiqués depuis le 1er mai. Et ici aussi, en combinant donc les 108 patients de la deuxième phase de nouveau, il n'y a pas de changement de la mortalité. Donc, ceci pose des questions, à mon avis, et surtout sur l'utilisation éventuelle des anticorps à titre prophylactique chez les patients à haut risque de développer un Covid sévère pour éviter ces formes de la maladie qu'on ne peut pas traiter parce qu'on les diagnostique trop tard et les patients sont déjà trop malades quand ils arrivent à l'hôpital. Donc, Covid après la transplantation est une affection très sévère avec une mortalité élevée. L'âge est un prédicteur majeur des mauvais résultats. Malheureusement, ces patients ont un taux de réponse bas à la vaccination et comme vous l'avez vu, des patients vaccinés complètement peuvent développer des formes très sévères de la maladie et en mourir. Ces patients devraient être diagnostiqués rapidement et nous avons envoyé plusieurs courriers à nos patients pour se manifester dès qu'ils ont le moindre symptôme et de se faire tester pour bénéficier des anticorps à temps. Mais l'analyse que je vous ai montrée montre qu'il y a quand même une proportion non négligeable de patients qui arrivent trop tard à l'hôpital pour les traiter dans le contexte de nos critères actuels. Et à mon avis, ceci plaide pour quand même l'implémentation de l'utilisation prophylactique des anticorps, en tout cas dans des sous-populations de patients greffés qui sont à très haut risque de développer une forme sévère de Covid-19. Merci beaucoup. Spécialisé en médecine interne avec une licence spéciale en infecté en 2002, une formation à Centre de Saint-Pierre, activité professionnelle entre 2004 et 2020 dans les hôpitaux ISU avec le développement du service de maladies infectieuses, maîtrise de stage pour le médecin en formation en médecine interne de 2010 à 2016, la suite d'une formation en hygiène hospitalière 2016 et occupe des fonctions de médecin hygiéniste 2016.
de médecine interne de l'hôpital Erasme en septembre 2020 est responsable de l'unité d'hospitalisation Covid-19. Alors, Monsieur Lebrun, vous pouvez présenter, et le temps que vous allez arriver, je vais dire que les questions-réponses qu'on va gérer ensemble avec Mme Alessandro, M. Alain Lebrun, qui est co-auteur de la lecture, je vais le présenter maintenant aussi, est chef de service de néphrologie, dialyse et transplantation de l'hôpital Erasme depuis 2017. Il a été formé en néphrologie à l'hôpital Erasme et à l'hôpital Necker à Paris. Il a réalisé une thèse de doctorat sur les supervisions des professeurs Roseman et Abramovich, décrivant une nouvelle voie de Roger Lalobet impliquant les éosinophils. Il a été postdoc dans le laboratoire du Hermann Baden à l'université de Oxford, en travaillant sur la tolérance aux allogènes et les cellulosités régulatrices. Revenu à Bruxelles en 2003, il obtient le poste de chercheur qualifié à la FNRS, travaillant sur les cellulosités régulatrices et parmi les raisons des membres des réseaux de recherche dans ce domaine au niveau de l'Europe. Il était responsable d'un petit groupe de recherche à l'Institut d'immunologie médicale dirigé par le professeur Michel Goldman. Il a établi plusieurs modèles expérimentaux d'immunomodulation, induction de tolérance. Il a travaillé sur le démonstration 1, l'origine de la thyroïde, mécanisme de régulation immunitaire chez l'homme des souris, I1 dans le cancer. Plus récemment, en collaboration avec le professeur Arnaud Marchand et le laboratoire HLA de l'hôpital Erasme, le professeur Alain Lebrun étudie les réponses humorales anti-HLA chez les transplantés, mais aussi à gaz infectieux comme SARS-CoV-2, CMV et le bêta-virus. Il est aussi co-titulaire du cours de bioéthique et déontologie à la faculté de médecine de l'UED et associé à l'enseignement d'immunologie à la faculté de médecine et de biologie médicale à Paris. Avec ça, monsieur le docteur Lebrun, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de notre expérience sur le terrain du traitement par les anticorps neutralisants contre la Covid-19 à l'hôpital Erasme. Et donc, comme Martin Wissing nous l'a déjà présenté, donc je vais passer assez rapidement cette dia, mais je voulais malgré tout insister sur quelques points. Les études cliniques concernant le traitement précoce de la Covid-19 avec les anticorps monoclonaux, les points importants à retenir, c'est que ces études cliniques contenaient pas ou très très peu de patients présentant une immunodéficience. Pour l'étude du sotrovimab, ils en étaient même exclus. Et vous voyez que pour l'étude concernant le casirivimab, imdevimab, c'était des valeurs très 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 faibles. Alors, un point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est quelles étaient les indications des anticorps monoclonaux en Belgique lorsque le stock stratégique a été mis à disposition. Et donc ici, vous voyez que déjà par rapport aux études cliniques, il y a quelques différences. Il fallait une Covid symptomatique, mais qui était prouvée mais depuis moins de 10 jours, alors que vous avez vu que dans les études, on était plus précoce, maximum 5 ou 7 jours. Alors là, c'était la même chose, c'était sans besoin d'une oxygénothérapie. Alors, ma photo ici ne montre pas qu'il fallait garder une saturation en oxygène supérieure à 93%. Si on était dans la catégorie des patients immunodéprimés, on ne pouvait directement avoir accès à ces anticorps monoclonaux sans passer par la case est-ce qu'on a développé une réponse vaccinale. Et ça, Martin Wissing vous a bien montré la raison pour laquelle on n'avait pas besoin de cela. Alors, en plus des immunodéprimés, les patients qui présentaient une drépanocytose ou une thalassémie majeure pouvaient également requérir directement les anticorps monoclonaux. Et en revanche, si on était dans les autres catégories de comorbidité de la Covid sévère, à savoir un âge supérieur à 65 ans ou ces comorbidités non liées à l'immunosuppression, il fallait dans un premier temps démontrer une sérologie anti-S négative. Alors, on comprend bien toute la difficulté que ça représente, puisque on ne connaît pas exactement quel est le niveau protecteur de cette sérologie.
Et donc le panel d'experts de Sciensano, fin décembre, a modifié les recommandations par rapport à ce groupe de patients qui présentent des comorbidités non immunosuppression en éliminant l'aspect sérologique, mais plutôt en se basant sur des scores pronostiques de sévérité. Et donc voilà les deux anticorps monoclonaux auxquels on a eu accès pendant cet approvisionnement en Belgique par le stock stratégique. C'était donc d'une part l'association de casirivimab-indevimab dès le mois de mai jusqu'à novembre 2021. Je pense qu'il y a eu à peu près 500 doses de traitement qui étaient disponibles. Et puis lorsqu'on est arrivé à la fin de ce stock, on a pu bénéficier du sotrovimab dont Martin Wissing vous a déjà donné des informations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc moi, je vais vous donner les expériences qu'on a eues avec les deux anticorps, en tout cas le cocktail, la combinaison du Régénéron d'une part et le sotrovimab ensuite, qu'on a eu à l'hôpital Erasme sur le terrain. Donc notre première cohorte, la cohorte casirivimab-indevimab, comprend 74 patients. Alors, comme Martin Wissing vous l'avait expliqué, nous aussi, on avait pu déjà bénéficier de ce traitement avant l'approvisionnement par le stock stratégique. 3 patients avaient pu déjà bénéficier, dont le premier déjà même en décembre 2020, où on avait réussi par un Early Access Programme, pu faire venir une première dose directement par la firme américaine Régénéron. J'ai maintenant ensuite exclu 6 patients de l'analyse parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que 4 patients ne présentaient pas d'infection SARS-CoV-2 et en même temps, il y a également 2 autres patients parce qu'ils étaient déjà en réalité convalescents, qu'ils présentaient une charge virale faible ou négative au moment de recevoir les anticorps monoclonaux. Donc ici, mon analyse va porter sur 68 patients. Alors vous voyez que c'est voilà la distribution de l'administration des anticorps monoclonaux au cours des semaines. Ce schéma tiré de Sciensano, c'est la transition des différentes vagues avec les variants. Et donc vous voyez que notre cohorte casirivimab-indevimab intéresse essentiellement la vague avec le variant Delta. Elle est donc assez homogène et donc peut être relativement plus facilement interprétée. Donc, parmi les 68 patients étudiés, vous voyez que ici, on a une très grande majorité de patients immunodéprimés. Ça représentait 75% de notre cohorte. Alors, en soi, c'est rien de très surprenant puisque on a mis très rapidement et très précocement en place des modes de communication très étroits avec les services de transplantation. Ce qui est assez remarquable en réalité, c'est de voir à quel point les patients qui souffrent d'autres comorbidités ont été extrêmement peu traités. Sans doute que ces patients n'ont pas de lien aussi proche avec l'hôpital. Et dans notre service d'hospitalisation Covid, nous avons vu de nombreux patients qui étaient admis avec des formes sévères qui, très clairement, étaient dans les indications de recevoir des anticorps monoclonaux. Et s'ils avaient été référés de façon précoce, auraient pu sans doute éviter d'être hospitalisés. Donc, bien entendu, aujourd'hui, notre point de discussion, c'est les immunodéprimés, mais il ne faut pas se voiler la face sur le fait qu'ici, on a sans doute eu un relatif échec dans la mise en place des traitements à plus large échelle pour notre population. Alors maintenant, comment se balancent les groupes des personnes immunodéprimées? Vous voyez que le gros du contingent, ce sont les greffés. Et ici, dans cette cohorte, le gros, ce sont les greffés rénaux. Petite attention particulière aux patients qui souffrent de pathologies hémato-oncologiques, avec des patients qui prennent des médicaments qui vont inhiber les lymphocytes B. Donc le rituximab, qui est un anti-CD20, empêche littéralement le développement d'une réponse immunologique au vaccin ou à l'infection naturelle. Et donc, je parlerai un petit peu de ce groupe anti-lymphocyte, anti-CD20 par après. On a parlé de la vaccination.
Martin Wissing vous a dit ce qu'elle représentait chez les patients immunodéprimés. Donc vous voyez que 80% de nos patients étaient vaccinés. On est en vague Delta. On sait qu'en vague Delta, on a besoin de 3 doses dans la population générale. On est face à une population d'immunodéprimés. Donc vous voyez qu'on n'a qu'un tiers de patients qui sont vaccinés à 3 doses. Maintenant, clairement, c'est insuffisant pour se protéger d'une infection SARS-CoV-2 seul, mais mon intuition me dit que probablement que cette vaccination combinée aux anticorps monoclonaux agit certainement, permet une action plus efficace que si on n'avait pas été vacciné. Et donc je pense que dans les analyses par après, ça va être difficile, il faut quand même tenir compte de cet aspect vaccination pour analyser l'effet réel des anticorps monoclonaux. Alors cliniquement, maintenant, quand on prend le groupe de ces 51 patients qui sont venus dans notre service pour recevoir des anticorps monoclonaux, eh bien donc 32 patients présentaient donc une infection légère, étaient des patients ambulatoires et donc ressemblent très fortement à ces patients qui ont été inclus dans les études cliniques dont on vous a parlé, hormis qu'ils avaient une immunosuppression. En revanche, vous voyez que 17 patients parmi les 19 hospitalisés présentaient une COVID que j'ai notifiée de modérée selon les critères, mais en réalité, on flirtait avec des formes sévères. C'était des patients réellement malades qui étaient à la limite de requérir une oxygénothérapie. Et donc, il est évidemment particulièrement intéressant de voir comment ces patients-là se sont comportés après l'administration des anticorps monoclonaux. Voilà, donc quand on regarde d'une autre façon ces patients qui ont reçu des anticorps monoclonaux, et quand on regarde donc les formes modérées à sévères, j'oserais dire, eh bien on voit déjà que ces patients-là, on vous avait parlé de ce délai extrêmement important entre le début des symptômes et l'administration du traitement, eh bien on voit que ces patients-là arrivent à peu près 2 jours et demi après les patients qui, quand ils reçoivent des anticorps monoclonaux, sont encore dans une phase de Covid légère. Vous voyez d'ailleurs que dans ces Covid légères, il y a essentiellement des patients qui présentent donc une immunosuppression sur une greffe, essentiellement des patients greffés rénaux. Et c'est vrai que la collaboration très étroite et le fait que les néphrologues qui s'occupent de patients greffés étaient vraiment sur la balle et nous mettaient la pression pour agir très vite, a certainement joué dans ce délai. Il n'y a sans doute pas que l'aspect délai entre le début des symptômes et l'administration du traitement, puisque je me suis intéressé à regarder quel était le titre sérologique de ces patients au moment où ils recevaient les anticorps monoclonaux. Et on voit malgré tout que les patients qui présentent une COVID modérée au moment de recevoir le traitement ont des taux de sérologiques indétectables pour presque la majorité d'entre eux. On voit ici que même si dans les COVID sévères, il y en a qui ne répondent pas du tout au traitement ou qui n'ont pas non plus été vaccinés, il y a quand même une meilleure réponse vaccinale. Donc, je suis allé encore un peu plus loin dans l'analyse. Et donc, on voit que dans le groupe de Covid plus sévère, il y a moins de vaccinés. La proportion entre 2 et 3 doses est à peu près la même. Et on voit aussi que le délai entre la dernière dose de vaccin à l'administration des anticorps monoclonaux est à peu près d'1 mois plus longue dans les Covid modérés. Bon, difficile de tirer, j'en conviens, des conclusions en comparant ces deux groupes. Je voulais surtout attirer l'attention sur le fait que ce groupe-là est un groupe particulièrement à risque de développer une COVID sévère. Et donc, c'est particulièrement intéressant de regarder ce que ce groupe-là a fait comme évolution grâce à l'administration des anticorps. On va d'abord s'intéresser au groupe de COVID légère, les 32 patients. Donc déjà, comme dans les études, il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires à l'administration du médicament.
On a quand même eu une réhospitalisation pour une dégradation clinique 9 jours après l'administration du traitement. Il s'agissait d'une dame qui présente une leucémie plasmocytaire en récidive, et donc elle est en réalité arrivée avec une neutropénie fébrile. Elle présentait une sinusite aiguë, elle a évolué très rapidement sous antibiothérapie, elle a pu ressortir après 4 jours. Dans ce groupe-là, 29 jours, puisque c'est le endpoint des études, 31 des 32 patients étaient guéris. On a quand même eu un échec de traitement. Alors, je voulais vous le présenter quand même. C'est un cas particulier, mais c'est une patiente qui présente un déficit immunitaire commun variable, très malade, présente un Crohn associé. Elle a malheureusement, après l'administration des anticorps monoclonaux, elle garde une charge virale SARS-CoV-2 très élevée, et on a identifié chez elle, en comparant la souche pré-administration des anticorps monoclonaux à après, lorsqu'on a constaté l'échec, identifié les mutations qui lui conféraient une résistance aux 2 anticorps monoclonaux qui sont contenus dans le Régénéron. Dans la suite, cette dame a bénéficié d'une bithérapie sotrovimab-remdesivir auquel elle n'a pas répondu. Et en réalité, elle présente une infection chronique SARS-CoV-2 depuis le mois de septembre 2021, mais sans jamais avoir développé d'insuffisance respiratoire. Pour cette patiente, on est évidemment très en attente de la disponibilité du Paxlovid, le nirmatrelvir-ritonavir. Dans cette cohorte de 32 patients, puisque cette dame n'est pas décédée de sa Covid, donc dans cette cohorte de 32 patients qui présentaient une Covid légère au moment d'administration des anticorps monoclonaux, on n'a pas eu de décès à 29 jours, mais encore aujourd'hui, puisqu'on a un recul plus important. Alors maintenant, dans l'autre groupe, celui qui présentait une Covid plus sévère, on a eu ici, à l'administration, un épisode de frisson en fin de perfusion sans hypotension qui n'a pas posé de problème. Au J29, 17 des 17 patients sont guéris. Et on a vu des améliorations spectaculaires après 48 heures après l'administration chez ces patients qui étaient tous hospitalisés. On déplore un décès parmi ces patients, mais survenu 44 jours après l'administration des anticorps monoclonaux. Cette patiente n'a pas présenté d'insuffisance respiratoire. Quand on regarde la dynamique de réduction de sa charge virale, on voit qu'elle est spectaculaire et rapide, passant d'une charge virale de plus de 10 millions à moins de 1000 en 7 jours, et qui était même négatif après 28 jours. En réalité, elle est morte de sa maladie initiale qui était déjà très avancée. Donc, nous avions une expérience clinique très convaincante de ce traitement au sein d'une population très immunodéprimée. Et puis, fin du mois de novembre, on arrive à la fin du stock de ce traitement et le stock stratégique belge s'oriente plutôt vers le sotrovimab. Alors, le sotrovimab, voilà, il arrive ici. Et donc, il arrive à un moment charnière, puisque fin novembre, on est dans le début de l'expansion importante de la vague Delta, qui va très rapidement, comme vous le savez tous, se succéder par la vague Omicron. Et alors, ici, évidemment, vous voyez que ça descend, mais c'est parce qu'on parle du sous-variant Omicron BA2. Et donc, il faut savoir qu'on parlait des résistances liées aux mutations que développe le virus, qu'on peut développer par rapport à ces anticorps monoclonaux. Le sotrovimab, par rapport entre Delta et Omicron, on a démontré qu'il y avait une perte d'un pouvoir neutralisant d'un facteur 3 in vitro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau clinique? Peut-être que c'est un facteur, une perte d'efficacité qui peut être suffisante pour être moins efficace. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis des données toutes récentes maintenant, le sotrovimab n'a plus d'activité sur le sous-variant BA2. Mais donc, quand on commence à donner du sotrovimab, on est encore en plein delta où on sait que l'anticorps monoclonal a de l'efficacité.
Et donc, vous voyez qu'il y a une très nette différence en termes de gestion du nombre de patients, puisque alors qu'on avait traité à peu près 75 patients pendant 6 mois de la cohorte Régénéron, on se retrouve à prendre en charge 210, et aujourd'hui, au jour où je vous parle, on est même plutôt à 220, en 85 jours, ce qui fait une prise en charge de 18 patients par semaine. Vous voyez que la portion des immunodéprimés, c'est encore accru, puisqu'on est à 80%. Et on voit malgré tout que le pourcentage des personnes qui ont une comorbidité est plus importante. Alors on pourrait se dire, chouette, on touche plus de gens, mais en réalité, pas vraiment. C'était de nouveau des patients qu'on avait captés à l'hôpital, et tout simplement parce que je vous avais parlé en début d'exposé d'un changement de critères pour avoir accès à ce traitement. Et d'autre part, avec Omicron, qui, comme vous le savez, est extrêmement contagieux, on a eu légion d'infections nosocomiales. Et donc, ces infections nosocomiales apparaissaient à l'hôpital et donc ont été pris en charge directement. Et donc, c'est sans doute cela qui provoque cette augmentation de ce sous-groupe. Donc, vous voyez rapidement qu'il y a une assez bonne équivalence en termes de répartition entre le groupe casirivimab, imdevimab et le groupe sotrovimab. À noter peut-être quand même plus de patients qui présentaient des infections SARS-CoV-2 parmi le groupe des greffés pulmonaires et hépatiques en comparaison avec la première cohorte. Évidemment, la vaccination progresse. On est maintenant à 62% de personnes qui reçoivent 3 doses. Et donc ici, évidemment, cette cohorte, elle est encore en cours d'analyse. Donc je vais vous donner quelques résultats qui sont en gros au jour 0, malgré tout, ici un épisode hypotensif sévère à l'administration des anticorps qui a nécessité un séjour aux soins intensifs pendant 24 heures. Et je me suis focalisé évidemment sur les décès. Bon, pour la cohorte casirivimab, imdevimab, on n'avait pas eu de décès. Ici, on a eu 10 décès liés directement à la Covid-19, dont 9 patients dans le groupe des immunodéprimés. Et donc, voici les caractéristiques de ces patients décédés. D'abord, regardez le délai entre le début des signes et l'administration des anticorps monoclonaux. On est clairement plutôt dans les valeurs hautes. On voit que des patients n'ont pas été vaccinés ou n'ont pas répondu efficacement à la vaccination. Et on était essentiellement encore dans du variant Delta, mais vous voyez malgré tout que, c'est vrai que Omicron a une réputation d'être moins sévère, mais vous voyez que 2 patients qui, malgré l'administration des anticorps monoclonaux, sont décédés de leur infection Omicron. Évidemment, à ce stade, je n'ai pas l'information si déjà on avait le sous-type BA2 pour ces patients. Donc je conclus, j'ai peut-être été un petit peu long, je conclus en disant que le groupe des patients avec comorbidité a probablement été sous-traité. C'est dommageable parce que finalement c'est le seul groupe à ce jour pour lequel les anticorps monoclonaux ont un bénéfice a été démontré. Alors est-ce qu'il y a eu un déficit de communication auprès de la médecine générale, entre l'hôpital et la médecine générale? Parmi ces patients comorbides, la vaste majorité de ce groupe provient d'un recrutement hospitalier via les urgences ou au travers du traitement des transmissions nosocomiales. Parmi les patients immunodéprimés, on a l'impression d'une efficacité quand on l'administre de façon précoce. Évidemment, on n'a pas de groupe contrôle. Je pense qu'il y a quand même un effet protecteur combiné de la vaccination. Et on aurait envie de dire qu'il y a peut-être une supériorité du casirivimab, imdevimab par rapport au sotrovimab, en tout cas vis-à-vis du variant Delta, puisque vous savez que casirivimab, imdevimab est tout à fait inactif sur le variant Omicron. Il y a clairement eu dans notre cohorte un intérêt pour le traitement très précoce des infections et des acquisitions nosocomiales. Et donc il faut quand même aussi souligner que ce traitement est un traitement éphémère. On le voit avec l'émergence des variants, qu'il est coûteux, difficile à produire à large échelle et qu'il exige une infrastructure organisationnelle complexe.
Merci pour votre attention. Pour votre lecture. Alors, j'invite maintenant les auteurs de la lecture de répondre aux questions. Peut-être que vous pouvez venir ici. On a 3 sets de questions. Les questions de la salle, les questions du Zoom. Il y a beaucoup des académiciens. Il y a peut-être 60 sur Zoom et YouTube. Alors, je passe la parole à Mme Vanessa Costanzo pour peut-être commencer avec ceux qui sont sur Zoom. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de questions sur Zoom, donc je viens d'envoyer un message. Si quelqu'un veut poser une question, qu'il le dise tout de suite. Alors, de la salle. Oui. J'ai besoin du micro. Oui. Et on va continuer la tradition avec les feuilles, même si vous ne pouvez pas poser votre question. Si vous avez des questions, on va vous donner la feuille, comme ça l'administration va suivre avec des réponses via les orateurs. Oui. Merci beaucoup d'abord pour vos 2 exposés très bien documentés. Comment voyez-vous l'utilisation, j'espère qu'elle sera bientôt disponible en Belgique, du Paxlovid chez les immunodéprimés, donc à l'avantage d'être une forme orale, donc pas de risque d'infection nosocomiale. Enfin, vous allez nous en dire un mot. Oui. En fait, le Paxlovid, c'est l'association d'un antiviral contre SARS-CoV-2 et aussi du ritonavir, qu'on connaît bien, HIV. Je pense qu'en termes d'efficacité, les données ne sont pas encore publiées, mais c'est équivalent aux anticorps. Clairement beaucoup plus facile à administrer. Le challenge principal, c'est le ritonavir. C'est un médicament qui interfère extrêmement avec le métabolisme des inhibiteurs à calcinurine, donc on sait ça. Il peut avoir une augmentation de l'air sous la coupe, facteur 20 jusqu'à 40. Donc ça nécessite donc une étroite surveillance et des protocoles d'ajustement des immunosuppresseurs, parce que sinon ces patients risquent effectivement d'être surimmunosupprimés. Parce que, voilà, mais bon, il y a aux États-Unis, on commence à l'utiliser, donc notamment des protocoles, c'est des traitements de 5 jours, où en fait on arrête le traitement par calcinure inhibiteur au début du traitement, et en fait les taux restent quasiment inchangés pendant la durée du traitement de 5 jours. Et puis une fois que le médicament est arrêté, l'effet disparaît. Donc c'est gérable, mais il faut clairement en être conscient. Il faut certainement arrêter le traitement avec ce qui est publié, c'est des petites séries au moment du diagnostic, en plus chez les patients qui sont infectés, où en général on diminue déjà l'immunosuppression. Oui, et en plus, avec les données qu'on a sur le sotrovimab, qui est actuellement le seul anticorps monoclonal disponible en Belgique, l'évolution, alors même si on voit que maintenant la vague est derrière nous, il y a encore des transmissions, en réalité, le nirmatrelvir ritonavir sera la seule option valable à ce jour par rapport à BA2. Alors peut-être que d'autres anticorps monoclonaux vont venir, mais clairement c'est... Alors, juste par rapport à ces traitements, on n'a pas parlé du remdesivir. Vous savez que le remdesivir est un médicament qui n'avait pas eu très bonne presse au début, lors des premières vagues. Et il faut savoir que le remdesivir, aujourd'hui, fait partie de la stratégie thérapeutique précoce aux États-Unis, sur base d'une étude clinique qui a été faite chez des patients avec exactement le même type de design que les anticorps monoclonaux, et qui a montré une réduction d'hospitalisation. Et donc, alors, c'est un schéma un peu plus court. Donc, évidemment, c'est un traitement intraveineux, donc ça nécessite aussi une hospitalisation. Mais donc, c'est un schéma qui se donne à 200 mg le premier jour, et puis 100 mg le deuxième et le troisième jour, donc un schéma court, mais qui a démontré une réduction d'hospitalisation du même ordre que les anticorps monoclonaux et que le Paxlovid. Alors, juste, il vient d'être publié dans le New England. Voilà, le Paxlovid vient d'être publié dans le New England, mais il y avait déjà... Et donc, on a des armes, mais le gros avantage, évidemment, du Paxlovid, c'est son accès oral par rapport au remdesivir, mais on peut imaginer que quand il y a des difficultés d'interaction médicamenteuse, ça peut être une option. Juste par rapport, alors là on est évidemment très hors des sentiers battus, mais compte tenu des 2 décès que nous avons eus avec les patients greffés pulmonaires, qui est un sous-groupe de patients greffés très particulier, puisque c'est l'organe greffé qui est
infectés par SARS-CoV-2. Avec les spécialistes pneumologues, nous avions d'ailleurs pris la décision de donner une bithérapie à ces patients. Donc ne pas donner que du sotrovimab, mais de donner du sotrovimab et du remdesivir pendant 3 jours pour se donner les meilleures chances d'éviter des évolutions défavorables dramatiques. Merci. Je vais passer la parole au professeur Dominique Ron, qui évidemment a des patients qui sont assez concernés par ce problème. Bonjour professeur Ron. Bonjour Vanessa. D'abord, merci. Merci aux conférenciers pour cet update. C'est vraiment important pour nous, avec les patients immunodéprimés, d'avoir un update des anticorps monoclonaux, puisqu'ils ne sont toujours pas disponibles en Belgique, et des traitements antiviraux. Donc, ma question, c'est mes patients sous rituximab, donc ont des taux de CD20 pratiquement à 0, pour ne pas dire à 0, ont été les cibles privilégiées du SARS-CoV-2. Et je voulais savoir si quelqu'un a analysé le taux de lymphocyte B, qui est un facteur pronostic ou un facteur prédictif de mortalité, et aussi le taux de lymphocyte CD4. Qu'est-ce qui est le facteur le plus dangereux pour les patients? C'est avoir des CD4 bas ou avoir des lymphocytes bas? Des lymphocytes B. Bonjour Dominique. Oui. Moi, personnellement, je ne connais pas la réponse. Je suis un immunologue dans la salle qui peut répondre. Peut-être Alain a la réponse. Dans le cadre de l'étude réalisée avec Scienzano, Arnaud Marchand et les greffés rénaux Delphine Kemelin, ces paramètres seront en étude avec le nombre de CD4, de CD8, de CD19, la réponse mémoire, etc., après vaccination ou chez des patients naïfs et les patients aussi breakthrough cases, donc des patients qui ont été vaccinés et qui malgré tout développent la maladie. Mais nous n'en avons pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, ces données sur l'ensemble de la cohorte de patients qui ont développé. C'est une question très très importante, évidemment. Merci professeur Lemoine. Est-ce qu'il y a une question relative ou dans la continuité de celle-là dans la salle? Moi, j'ai une question pour mon collègue. En fait, l'utilisation prophylactique par l'anticorps AstraZeneca pourrait résoudre ce problème des patients qui échappent un peu dans cette analyse, parce qu'on se focalise sur ceux qui reçoivent l'anticorps. Est-ce que tu as des données sur l'efficacité du AstraZeneca sur le nouveau variant Omicron? Est-ce qu'il est aussi résistant contre l'anticorps AstraZeneca? Alors, les données qu'on a dans la littérature sont plutôt des données qui vont en défaveur de cette combinaison. Donc il y a clairement une perte d'un pourcentage, d'un facteur élevé en termes de pouvoir neutralisant. Je n'ai pas par contre de données par rapport à même le BA2, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que cette combinaison que nous aussi on utilise dans le cadre d'une étude va perdre de son intérêt, il me semble. Alors j'en profite, si je peux me permettre, mais donc de souligner la polémique qui existe actuellement sur la quantité de doses de Paxlovid disponibles et commandées par les autorités, puisqu'en fait, pour nos patients immunodéprimés au sens large, nous n'avons pas grand-chose en dehors de ce Paxlovid, tu es d'accord? Et donc, d'accord. Donc ça veut dire qu'on doit vraiment, entre guillemets, se battre pour que ces 10 000 doses en deviennent plutôt 100 000 ou voire plus. Et on peut signaler d'ailleurs à ce titre que cette semaine, vous avez publié avec le professeur Michel Goldman et vous avez été soutenu par 35 médecins scientifiques une carte blanche dans la Libre Belgique pour justement réclamer plus de doses et un soutien plus grand aux patients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Merci beaucoup pour vos deux exposés. Donc on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement mouvante. Dans les expériences belges, des études non contrôlées, vous l'avez dit en ouvert. Donc sur le plan éthique, est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on pourra encore imaginer des protocoles contrôlés, compte tenu des résultats positifs qui ont été rapportés, mais en sachant par ailleurs que ce virus peut changer ou change. Donc si évidemment, c'est un problème qui me paraît très important sur le plan de la recherche clinique, je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on pourra encore faire à l'avenir des études contrôlées,
c'est-à-dire des patients qui ne reçoivent pas l'anticorps monoclonal compte tenu des résultats quand même positifs qui ont été rapportés. Peut-être commencer. Les seules études contrôlées qu'on a déjà n'ont pas inclus les patients dont on parlait aujourd'hui, parce que c'était des études qui, pour des raisons en fait, de pouvoir statistique, nécessitent plusieurs milliers de patients, et dont les délais qui sont à notre disposition, comme vous dites, dans ce contexte changeant, on n'aura jamais suffisamment de patients à inclure dans des études comme ça, dans des brefs intervalles de 3 mois. Donc je pense qu'il faut clairement, on sera obligé de l'adapter à l'évidence et d'adapter, d'étendre des conclusions dans les patients à haut risque dans la population générale à des greffés. Et puis surtout, j'insiste sur l'importance très très importante des registres qui recueillent ces données et qui peuvent a posteriori confirmer ou infirmer, comme c'était notamment le cas pour la vaccination, l'efficacité de la vaccination, les observations faites dans la population générale, dans notre sous-population qui est beaucoup plus petite. Mais des études purement chez les greffés, en dehors des contextes, des questions éthiques qui sont difficiles, on n'aura pas le temps d'inclure suffisamment de patients dans les délais qui s'imposent. Merci. Je vais me permettre d'ajouter justement quelque chose, c'est que d'abord, nos discussions sont vives tous les jours, et c'est vraiment génial, je dirais, parce que c'est la seule façon d'aider ces patients fort compromis. Et l'autre chose, c'est que trop souvent encore, on entend des arguments de collègues qui appliquent les raisonnements de l'étude, donc c'est bien, il y avait cette littérature, mais qui appliquent ça à des patients tout à fait en dehors du scope normal. Et c'est assez, je dirais, regrettable de voir parfois que l'evidence-based medicine est utilisée de façon, je dirais, avec une parallaxe inappropriée. Donc, je pense que ces aspects-là sont totalement inéthiques et devraient être débattus largement dans les semaines qui viennent. Mais il faut clairement collecter les données, parce que Scienzano a fait un travail extraordinaire de collecte de données, mais par exemple dans les registres de Scienzano, il n'y avait pas de variable qui permettait d'identifier les immunodéprimés. Ça, c'est notre responsabilité, effectivement, de mettre sur pied des collectes de données de nos patients qui donnent des données sur lesquelles on peut après discuter. Le professeur Yves Beguin est avec nous sur Internet. Professeur. Oui, bonjour. Je suis désolé, mais je n'arrive pas à activer ma caméra. On aura le plaisir de la voir. Je vais que me contenter de la voix. Merci beaucoup pour les deux exposés. Je voulais faire quelques petits commentaires. Premièrement, à propos du Sotrovimab, nous, on a eu à Liège une expérience aussi importante, comme tout le monde, et sur les 120 premiers patients dont on a collecté les données jusqu'à présent, on a eu 0 décès à J28 et 1 décès au-delà de J28 chez un patient qui avait reçu des CAR T-cells, et donc il y a une absence de lymphocyte B extrêmement profonde à cause de ce traitement. Donc quand même expérience très positive, mais bien entendu maintenant on est très inquiet de l'émergence du nouveau variant qui fait perdre une activité considérable de ce Sotrovimab. Deuxièmement, je voulais aussi peut-être répondre par rapport à la question de Dominique Bron. On a fait une étude qui n'est pas par rapport aux anticorps, mais par rapport à la vaccination chez les greffés de moelle, une étude faite par Frédéric Baron, et qui montre que les réponses vaccinales sont extrêmement corrélées à 2 populations lymphocytaires, à la fois les lymphocytes mémoire, mais aussi les CD4 naïfs. Donc, mais ça, c'est pour la réponse vaccinale, évidemment. Et enfin, par rapport à la question des essais cliniques, est-ce qu'on peut encore faire des essais cliniques contrôlés pour, par exemple, l'utilisation d'anticorps monoclonaux ou d'autres traitements dans la prise en charge
d'une infection débutante chez les immunodéprimés. Je crois que ça va être effectivement extrêmement difficile pour deux raisons. Un, je me vois mal mettre dans un bras comparateur un placebo, parce qu'il y a quand même un certain nombre de médicaments qui ont montré une activité, et je pense qu'il est impossible éthiquement de dire à un patient on va vous priver éventuellement de ces traitements-là pour mieux prouver qu'un nouveau traitement est efficace. Et deuxièmement, la grosse difficulté, si on veut accepter que le comparateur soit un autre médicament déjà existant, c'est que l'efficacité de cette prévention par antimonoclonaux, ou peut-être même, on ne sait pas encore, de certains antiviraux, change tellement vite dans le temps avec des pertes d'activité. On avait le Régénéron qui, avec le nouveau Omicron, ne fait absolument plus aucun effet. Dans une même étude, dire on va garder un an pour faire l'étude, on va garder un traitement comparateur est extrêmement difficile vu les changements d'épidémiologie des différents variants. Et alors je voulais terminer par une question par rapport à la prévention. Donc ici, prévention primaire, donc chez les patients sévèrement immunodéprimés et qui ne sont pas encore infectés, c'est un peu la niche de l'anticorps Evusheld d'AstraZeneca. Il n'y a pas encore vraiment de données chez les immunodéprimés, mais il est fortement utilisé en France dans ce créneau de patients très immunodéprimés, mal protégés par la vaccination, une injection tous les 6 mois pour empêcher, si pas la contamination, mais en tout cas, si contamination, empêcher tout de suite l'évolution vers une forme grave. Est-ce que, avec le nouveau variant BA2, Omicron, est-ce que cet anticorps garde une activité? Est-ce qu'on le sait déjà? Merci, professeur de Gange. Je vais passer la parole justement. Il y avait déjà eu tout à l'heure une ébauche de questions. On va avoir une réponse du côté des orateurs. Qui d'entre vous? À ce jour, je crois qu'on n'a pas de données sur l'efficacité de cette combinaison sur le BA2. Donc c'est clairement un point d'interrogation important pour nous tous. Moi, je n'ai pas en tout cas en tête de données qui démontrent une efficacité ou une inefficacité. On a envie de dire que ça sera moins efficace, mais je préfère ne pas répondre par une réponse précise. Alors, je vais passer la parole au professeur Michel Goldman, qui voudrait dire un mot, qui a peut-être une réponse par rapport à cela, ou qui peut peut-être nous éclairer. Vous savez que Michel Goldman a été toujours un porte-drapeau des anticorps, un ardent défenseur. Michel Goldman, bonjour. Bonjour, vous m'entendez maintenant? C'est parfait. Voilà. Je voudrais commencer par dire que je pense que l'Académie peut se réjouir de l'action qu'elle avait menée maintenant il y a plusieurs mois pour remettre un avis qui finalement était conjoint avec l'Académie néerlandophone pour soutenir effectivement le déploiement de ces anticorps. J'ajoute que effectivement dans nos différentes universités, il y a eu un mouvement très important. Nous avons eu aujourd'hui 2 exemples. Yves Lévien a parlé de Liège. Je voudrais insister sur l'activité de Sophie Servet à Liège et aussi à l'UC notamment Arnaud Devresse. Je pense que c'est vraiment important que nous nous positionnons ensemble dans cette problématique qui n'est pas simple. Alors, pour répondre à la question, et j'enchaînerai sur les actions que nous devrions continuer à mener, il y a une notification très claire de la FDA qui date d'il y a 48 heures, qui montre que effectivement l'Evusheld est actif contre BA2. Il y a encore un doute contre BA1, mais contre BA2, je pense que ce doute n'existe pas, d'où l'importance de déployer cette méthode de prévention au moment où Omicron BA2 semble bien prendre le pas. Les derniers chiffres dont je dispose, c'est 30%, peut-être est-ce déjà plus aujourd'hui. Par rapport à ça, je pense qu'il y a effectivement des actions qui
qui doivent continuer à être menées. Notre ministre et certains de ses conseillers sont manifestement très timides par rapport au développement de ces traitements que nos patients immunodéprimés attendent avec impatience. Ils voient ce qui se passe dans les pays voisins et ils se demandent pourquoi ce retard, pourquoi cette lenteur de la Belgique. Et en particulier sur les Vusheld, je pense que 10 000 doses ont été commandées, mais il n'est pas sûr qu'elles pourront être déployées aussi rapidement qu'on l'espère, parce que le gouvernement semble conditionner cela à un avis supplémentaire de l'EMA. Donc, je pense qu'effectivement, le combat continue. Je vous remercie. Merci, professeur Goldman. Une réaction encore de votre côté? Merci alors à tous les trois pour ces exposés. Merci pour ces réponses aux questions des membres de l'Académie.